Et après le traditionnel quart d'heure Belfortin. Je vous en prie, venez, venez, vous arrivez à point. Voilà, et puis de toute façon, les gens qui arriveront un petit peu plus tard nous prendront en cours, et ce n'est pas un souci, puisque le principe, c'est une soirée ouverte pour qu'on puisse échanger sérieusement sur la thématique qui nous préoccupe. Alors, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je vais tenir un petit propos introductif pour vous dire que je suis très heureux que vous ayez pu répondre à mon invitation pour cette soirée qui est organisée autour d'un enjeu majeur pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour Belfort. Merci à nos invités qui ont parfois fait le déplacement de très loin, d'autres d'un peu moins loin, mais c'est tout aussi important. Et je remercie chaleureusement tout le monde. Ce n'est pas un débat sur le nucléaire que nous voulons mener ce soir, mais un débat sur les emplois du nucléaire, un enjeu majeur lorsque l'on sait par exemple à Belfort que plus de 2000 familles vivent de l'activité industrielle liée au nucléaire. Et qu'en France, le secteur emploie plusieurs centaines de milliers de personnes. La crise énergétique, mais aussi la volonté de décarboner notre économie, mais aussi l'autonomie énergétique européenne font que le nucléaire a de nouveau des perspectives devant lui. Aujourd'hui, 13 pays européens l'utilisent, dont la France et ses 57 réacteurs. Il y a actuellement environ 130 réacteurs en fonctionnement à travers l'Europe. Il y a des projets dans plusieurs pays, notamment à l'Est, mais aussi en Italie. Les chiffres avancés par le commissaire européen Thierry Breton parlent, comme pour l'hydrogène, de 500 milliards d'euros d'investissement dans le nucléaire d'ici 2050 et également d'1 million d'emplois dans la filière. Donc ce n'est vraiment pas négligeable. Il y a donc une opportunité à saisir pour la France et pour l'Europe en matière d'emploi industriel, de la production jusqu'à l'ingénierie, mais aussi dans les réseaux et les services qui y sont liés. Pour cela, nous avons plusieurs éléments qui viennent de sortir. Tout d'abord, un cadre européen clair. Le rôle du nucléaire est maintenant reconnu au niveau européen, mais il a fallu se battre pour cela. J'ai mené le combat au niveau européen en tant que président de l'intergroupe sur l'avenir du nucléaire, qui fédère une centaine de députés européens qui viennent de 5 groupes politiques différents, de la gauche à la droite, en passant par le CR et même les Verts. Nous avons des membres verts de notre intergroupe sur le nucléaire. Nous avons mené la bataille autour de 2 textes extrêmement importants dont vous avez entendu parler sans doute. L'un sur les fonds publics, c'est la fameuse directive sur les aides d'État qui autorise un financement public pour équiper les États membres d'énergie nucléaire s'ils le souhaitent, puisque le mix énergétique est de la compétence de chaque État membre. L'autre texte, c'est sur les fonds privés, et celui-là vous avez peut-être davantage entendu parler, c'est le combat que nous avons mené autour de la taxonomie européenne, qui fixe des conditions de levée de fonds exclusivement privés pour des projets décarbonés, qu'ils soient renouvelables ou nucléaires. Nous avons réussi à faire voter une majorité de députés européens en faveur de ce projet, ce qui n'était pas gagné d'avance. Il reste encore une dernière difficulté à traiter au niveau européen, c'est le statut de l'hydrogène bas carbone, d'origine nucléaire, donc d'origine de l'électricité de votre réseau. Mais j'y travaille en tant que, cette fois, que vice-coordinateur de la Commission de l'énergie du Parlement, et nous sommes proches de trouver une solution. Le deuxième texte, pour y arriver, je finirai par là, c'est une volonté française de s'engager dans les renouvelables et le nucléaire. Je vous rappelle les engagements du président de la République Emmanuel Macron, pris ici même à Belfort en février dernier. L'engagement d'équiper la France de façon ferme de 6 nouveaux EPR d'ici 2050, avec 8 autres pour la suite. C'est du travail garanti pour 20 ans pour l'usine de Belfort, qui fabrique, je vous le rappelle, les turbines à vapeur Arabelle, les alternateurs, et qui aussi intègre les centrales électriques livrées clients. À côté des EPR, il y a la volonté de pousser les SMR, je suis désolé pour les acronymes, donc les réacteurs de plus petite puissance sur lesquels
Belfort a aussi un rôle à jouer, notamment au niveau de l'ingénierie, mais sans doute pas que. Un appel à projet français d'1 milliard d'euros a été lancé pour ces petits réacteurs modulaires et les réacteurs innovants en général. De mon côté, au niveau européen, je pousse à la création d'ici 2023 d'une alliance européenne des SMR. Je travaille avec la Commission européenne. Cela va permettre de s'organiser en Européens face à la concurrence technologique américaine, voire russe. Je fédère tous les acteurs européens du SMR que je réunis le 30 novembre prochain à Bruxelles autour d'un événement intitulé « Pour un SMR européen ». Avant les Américains, qui débarquent 15 jours plus tard, et qui viennent dérouler leur technologie devant les institutions européennes, en nous demandant de la reprendre au détriment de la nôtre. C'est pourquoi il faut réagir collectivement. Et c'est ce que nous faisons avec notre réunion de ce soir à Belfort, et ce sera ma conclusion d'ouverture. Il faut vraiment organiser tout l'écosystème de l'énergie nucléaire pour mettre en réseau nos savoir-faire, monter nos projets industriels, poursuivre notre innovation, organiser des formations sur les compétences qui nous manquent, et là aussi il y a des emplois créés dans la formation, mobiliser les nouvelles générations afin que celles-ci soient intéressées et motivées par la filière. Voilà le vaste chantier que nous avons en face de nous et dont je voulais lancer le débat ce soir. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe Piot, responsable départemental de l'Est républicain, qui va animer le débat avec nos intervenants avant vos questions et, in fine, la poursuite de vos échanges autour d'un buffet conclusif. Alors, bonne soirée à vous tous, bon débat, et merci encore d'être venus. Merci. Tout d'abord, le micro passe bien dans la salle, tout le monde entend bien, on est sur des micros portatifs, donc ça demande un réglage, on est d'accord que tout va bien. Eh bien, je suis ravi d'être là ce soir pour envisager l'avenir. C'est un petit peu aujourd'hui la croisée des chemins. Ce matin, il y avait le lancement d'un programme important au Techno qui concernait l'hydrogène. Ce soir, on parle de nucléaire et on voit bien que ce qui se passe, c'est-à-dire les événements en Ukraine, la hausse du prix du gaz, mais aussi les difficultés que rencontrent les centrales nucléaires, une grosse partie sur la maintenance, ce qui n'était pas franchement prévu par EDF, et à ce niveau-là en tout cas, et qui ne produisent pas assez, nous place dans une situation qui sera peut-être délicate cet hiver. Le préfet de région qui était à Belfort ce matin a déroulé, et c'est la première fois moi que j'entendais un préfet aborder les thèmes de cette façon-là, a déroulé la façon dont se déroulerait un délestage cet hiver si nous n'avions pas assez d'électricité dans les réseaux. Il a expliqué que ce serait des coupures de 2 heures dans la journée, avec des clients qui seraient renseignés 72 heures à l'avance, et une confirmation de la coupure la veille au soir. Et là, le préfet le dit ouvertement, il est possible que cet hiver, on ait en France des coupures d'électricité. Donc, vraiment, on n'est pas sur un sujet théorique réservé à des spécialistes, on est sur un sujet qui concerne le grand public. Alors, je vais vous présenter les intervenants. À ma gauche, donc, Jean Maillard. Alors, Jean Maillard avec un D, vous comprendrez pourquoi je fais cette précision plus tard. Donc, qui est le président de la start-up Belfortaine Next Engineering. On évoquera ensuite ce que c'est. À sa gauche, Fabrice Tempier, qui est directeur délégué de Newart, c'est-à-dire un spécialiste des SMR, le SMR français, justement. Encore à sa gauche, alors mais Hervé Maillard, et avec un T, c'est pour ça que je faisais la différence, qui est délégué permanent de la filière nucléaire française, donc il représente en fait les entreprises françaises, y compris les sous-traitants, qui travaillent dans le domaine nucléaire. Et enfin, Philippe Petit-Colin, qui interviendra au nom d'Apsis, association qu'il préside à Belfort. Alors, on va débuter avec Hervé Maillard pour un rapide tour d'horizon. D'abord, la filière nucléaire en France, ça représente combien d'entreprises, ça représente combien d'emplois, et surtout, quelle est la nature de ces emplois
Parce qu'on dit, bon, la France est quand même un pays qui fait dans le nucléaire, sauf que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on n'a pas construit de centrale et qu'il y a quand même des emplois où les gens sont aujourd'hui en retraite. Donc, qu'est-ce qu'il reste de ces emplois nucléaires en 2022 en France? Avant juste de répondre précisément à la question, j'aurais voulu donner 2-3 éléments de contexte sur l'organisation de l'industrie en France, parce que quand on parle d'emploi ou désindustrialisation de la France, il faut voir l'organisation qu'a mis en place le gouvernement pour répondre aux enjeux industriels, dont les enjeux d'emploi. Donc il y a une organisation qui s'appelle le Conseil national de l'industrie, présidé par la Première ministre, Elisabeth Borne, et chaque filière industrielle a une organisation propre, je ne vais pas y rentrer ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais qui répond aux enjeux du CNI. Donc, quand le CNI nous dit qu'il faut réindustrialiser la France, il faut décarboner 2050, il demande à chacune des filières industrielles, automobile, aéronautique, Modilux, bâtiment, nucléaire bien évidemment, la réponse que propose la filière au gouvernement sur ces sujets-là. Donc mon rôle, c'est de coordonner cette réponse que l'on fait. On peut passer au deuxième slide, après je rentrerai dans des chiffres plus précis. Donc en fait, on signe des contrats avec l'État. On a signé pour le moment, la filière nucléaire a signé 2 contrats avec l'État, un en 2019, un en 2021, sur 5 axes majeurs sur lesquels on travaille, qui sont la R&D, la numérisation des entreprises, bien évidemment l'emploi, avec des moyens financiers assez importants. En 2021, l'État a mis 470 millions d'euros sur la table, dont plusieurs centaines de millions d'euros sur le domaine des compétences, pour répondre aux enjeux que la filière leur a présentés. Et puis maintenant, avec le discours du président de la République à Belfort, on a de nouveaux enjeux avec 6+8 EPR, effectivement, les petits réacteurs innovants et les SMR, qu'il faut projeter dans l'avenir et mettre les courbes d'emploi. On pourrait revenir tout à l'heure sur comment on projette ça dans l'avenir. Alors, la filière nucléaire, c'est pas compliqué, c'est 3000 entreprises en France, un tissu de 85% de PME et de TI, des entreprises un peu plus petites. Si on compare ça par rapport à l'automobile, l'aéronautique, j'aime beaucoup comparer, parce que ça donne quand même des éléments de comparaison. L'automobile et l'aéronautique, c'est plutôt 600 entreprises, 600-700 entreprises, nous 3000. Donc ça veut dire un tissu très local, des emplois très locaux, qui sont autour des centres à la fois de production, mais aussi de fabrication du combustible, ou des centres industriels. Donc des emplois non délocalisables, très régionalisés. Donc 3000 entreprises, 220 000 emplois, plutôt plus capés, plus diplômés que dans les autres filières industrielles. Donc on a un taux de cadre qui est supérieur à 30%, qui est un peu, dans les filières, c'est un peu en dessous. Et donc les grands enjeux, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si... On y reviendra, on va déjà faire un premier tour. Oui. Voilà, donc c'est ça, les 220 000 emplois aujourd'hui sur l'exploitation du parc actuel, la fabrication des produits actuels, les fabrications de combustibles, sans intégrer les conséquences du discours de Belfort. C'est vraiment une des choses, de mon point de vue, la plus importante dans les 5 ans qui viennent, d'ici 2027, l'intégration du discours de Belfort du président. Pour le formuler autrement, ce que vous dites, c'est que les emplois qui existent servent à faire tourner les centrales existantes et que si on fait de nouvelles centrales, ces emplois-là ne pourront pas être basculés vers les nouvelles centrales vu qu'il faudra continuer à faire tourner celles qui existent. Oui, parce qu'il y a un point que je n'ai pas dit, c'est que le président de la République nous a également demandé de projeter toutes les centrales actuelles jusqu'à 50 ans et plus, si c'est possible. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est pas grave, on ne peut pas récupérer les emplois actuels pour les dire on vous bascule sur les projets futurs. Ça ne marche pas. Donc il y aura une phase entre 2025 et 2035 où on va devoir cumuler les besoins actuels et les besoins futurs. Très bien. On va poursuivre avec M. Tempier. Alors, M. Tempier est directeur délégué de Neward. Alors, c'est un consortium, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, où on trouve EDF, Technip-Atome, Naval Group et le commissariat à l'énergie atomique. Alors déjà, Naval Group et Technip-Atome, ça nous donne une indication. On est plutôt du côté de la mer. Et on est dans, en fait, les réacteurs des sous-marins nucléaires, les moteurs des sous-marins nucléaires, qui sont de petits SMR déjà,
L'idée, et vous allez la préciser, c'est d'avoir des applications civiles d'une technologie qui à l'origine était militaire, avec évidemment des aménagements. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors, ce projet qui est un projet français, on a dit que les Américains se positionnaient sur le SMR en disant, bah, nous, le SMR, on sait le faire, etc. Mais des SMR, on en a en France, puisque le sous-marin, enfin les sous-marins nucléaires, le Charles de Gaulle, etc., ont des propulsions nucléaires. Comment vous vous positionnez et comment vous essayez de basculer cette technologie dans le domaine civil? Tout à fait. Donc, je pense qu'il est important de repositionner un peu de quoi parle-t-on quand on parle de SMR. Donc, quand on parle de SMR, il y a une définition au niveau de l'AIEA, c'est des réacteurs de puissance inférieure à 300 MW électriques. Donc ça, c'est la définition de l'AIEA. Il faut avoir en tête aujourd'hui qu'il y a à peu près 80 technologies en cours de développement dans le monde dans ce domaine des SMR. Et on va retrouver deux grandes familles parmi ces 80 technologies. Première famille, c'est les réacteurs de troisième génération, donc c'est des réacteurs à eau pressurisée ou des réacteurs à eau bouillante, qui sont des technologies éprouvées puisque c'est des centrales qui fonctionnent déjà dans le monde entier et sur le parc français par exemple. Et la deuxième famille, là on va retrouver des réacteurs avancés ou des technologies dites de quatrième génération. On va avoir des réacteurs refroidis au sodium, au plomb ou au sel fondu ou des réacteurs à haute température. Donc c'est des technologies qui sont identifiées depuis longtemps, mais à date, elles n'ont jamais été développées à l'échelle industrielle. Donc il y a quand même une dissociation entre ces deux familles de technologies. Donc en fait, ces SMR, ils vont élargir l'offre nucléaire existante, donc ils sont complémentaires aux réacteurs de moyenne et de forte puissance, et ils répondent à des besoins distincts en fonction de leur puissance. Alors quand on regarde cette carte, on voit que tous les grands acteurs historiques du nucléaire s'intéressent à ces technologies et développent leurs propres technologies. Donc en premier lieu, les Américains, qui font aujourd'hui des SMR plutôt un objet d'influence géopolitique, et on le verra avec leur présence en Europe notamment, les Russes, les Chinois et les Coréens. En termes de demande, beaucoup de pays ont déjà exprimé leur intérêt de pouvoir se doter des SMR, mais aujourd'hui les deux marchés les plus matures sont le Canada, de par sa géographie, et puis également l'Europe, tout particulièrement l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En termes d'économie, alors c'est important aussi de comprendre le modèle économique des SMR. Aujourd'hui, toutes les technologies ont en commun de chercher les avantages d'une taille qui va être réduite, d'une puissance plus réduite, et donc pour compenser les effets d'échelle. Depuis toujours, on a augmenté la puissance des réacteurs nucléaires pour diminuer le coût de construction. Avec les SMR, on a une puissance plus petite, donc il faut trouver d'autres moyens pour atteindre la même compétitivité. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur trois concepts. On a moins de puissance, donc moins de puissance à évacuer en situation accidentelle. Donc on va pouvoir simplifier la conception de ces réacteurs. C'est des réacteurs où on a moins de systèmes, on a moins de structures, on a moins de composants. Le deuxième levier qu'on va utiliser pour optimiser la compétitivité, c'est la modularité. Donc la modularité, ça veut dire qu'on va préfabriquer un maximum de choses en usine. Et finalement, la construction du chantier sur site, c'est plutôt d'un assemblage de ces modules. Donc on est sur une approche plug and play, ou si on veut vulgariser, c'est une approche Lego. Et donc avec ça, on va réduire les durées de construction et surtout on va dérisquer ces phases de chantier. Et enfin, le dernier levier qu'on va utiliser pour améliorer la compétitivité, ça va être l'effet de série. Donc on va standardiser au maximum ces réacteurs pour bénéficier de ces effets de série. Alors aujourd'hui, cette promesse économique reste encore à démontrer par tous les développeurs. Et si on arrive à tirer, et vous en avez un petit peu parlé dans votre introduction, vers une harmonisation des réglementations à l'international, c'est quelque chose qui pourrait être très bénéfique pour la standardisation et pour l'effet de série et améliorer la compétitivité. À ce stade, j'aurais une question juste. Alors, à SMR, j'ai compris, ça peut aller à 300 MW, c'est ce que vous dites. Ça représente quoi par rapport à une centrale? C'est une puissance combien de fois plus petite? C'est à peu près 10 fois moins puissant qu'un EPR, pour donner un ordre de grandeur. D'ailleurs, on va le voir sur le slide d'après, ça illustre bien un petit peu le réacteur. Alors aujourd'hui, quelques mots pour vous donner un aperçu des caractéristiques du réacteur Nuar. Donc c'est le réacteur qui est développé par EDF et ses partenaires, alors français mais également européens. Donc, vous verrez que Nuar, c'est le réacteur européen.
Donc aujourd'hui, c'est un réacteur c'est une centrale qui va donc regrouper 2 réacteurs, chacun de 170 MW électriques. Et donc aujourd'hui, ces réacteurs sont destinés à l'orale fossile, à combustible fossile, type gaz, charbon ou fioul. Donc on est sur 340 MW. Donc la cible, c'est de remplacer ces centrales à charbon ou ces centrales à combustible fossile. 340 MW, on alimente une population de combien de personnes? 1 million d'habitants. 1 million d'habitants. C'est ça. Donc c'est à peu près le deuxième. Ça permettra également d'électrifier des villes de taille moyenne, à peu près 1 million d'habitants, et puis également d'alimenter des réseaux qui ne pourraient pas accueillir des réacteurs de moyenne ou de forte puissance. Et entre la version militaire et ce que vous présentez là, vous avez changé quoi? Oui, alors effectivement, ces réacteurs sont des réacteurs compacts. Je pense que c'est à peu près la seule chose comparable avec des réacteurs utilisés dans la propulsion navale. On a des niveaux de puissance qui sont complètement différents. On est beaucoup plus puissant que des réacteurs embarqués en propulsion navale. Par contre, pour faire un réacteur compact, on va s'appuyer sur du savoir-faire de Technicatom et de Naval Group qui est issu des réacteurs de propulsion navale. Par contre, en termes de conception, on est sur des réacteurs 100% civils et qui sont complètement différents des réacteurs de propulsion navale. Voilà, donc ce type de réacteur européen, donc pareil, on utilise les mêmes critères. Donc c'est un réacteur qui va être très simple en termes de conception. On va s'appuyer au maximum sur des systèmes passifs, donc qui vont permettre en fait de gérer des accidents de façon complètement autonome pendant plusieurs jours. C'est un réacteur qui va être modulaire et c'est un réacteur qui va être le plus standardisé possible. Et donc, une spécificité, c'est qu'il est conçu pour pouvoir, c'est un réacteur électrogène, donc pour pouvoir fournir de l'électricité sur des réseaux, mais pas que. Il va être également possible de pouvoir extraire de la vapeur, de la chaleur de ce réacteur, pour pouvoir alimenter un hub énergie sur lequel on pourra plugger des procédés qui peuvent être un procédé de production d'hydrogène, qui peuvent être un procédé de désalinisation, voire un procédé de captage CO2. Donc on est quand même sur une multiplication des usages qui est assez différente que l'électricité. Très bien. Alors maintenant, on va passer à Jean Maillard avec un D. Alors, Jean Maillard, qui s'intéresse aussi en tant que président de la start-up Belfortaine Next Engineering, au SMR. Alors, c'est un gros cachotier, Jean Maillard, parce que je sais qu'il est en train de négocier avec une importante société, mais il ne nous dira pas laquelle. Je pense qu'on n'aura pas d'infos ce soir. Et on va voir ce qu'il va pouvoir nous dire. En fait, qu'est-ce que fait Next Engineering et surtout, quelle est l'approche? Lors d'une récente conférence, vous aviez évoqué un positionnement sur le nucléaire de 4e génération. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire ici à Belfort sur cette technologie? Oui, merci pour cette introduction. Moi, je peux m'introduire de manière très très courte. Je suis le 81e acteur des SMR. Pour l'instant, ce n'est pas encore sur la carte, mais c'est un peu notre ambition aujourd'hui, effectivement, chez Next Engineering. Oui, il y a 2-3 choses que je ne pourrais pas dire ce soir, ou alors si je les dis, ça va être très difficile pour moi lundi matin en réunion. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Next Engineering est à l'origine d'un nouveau concept de centrale de type SMR, mais basé sur un réacteur de génération 4. C'est quoi la génération 4? La génération Z. Un réacteur de génération 4, on va dire, qui est. Je vais finir ma phrase pour aller jusqu'au bout, hein, même si je n'ai pas préparé mon intervention. Réacteur de génération 4 qui va être couplé à une turbine innovante et à laquelle on va adjoindre un certain nombre de process industriels, ce dont on a parlé. Un des intérêts des SMR, c'est de faire de la décarbonation des intrants industriels, de la décarbonation de l'industrie, tout simplement. Voilà, ça c'est le concept. Hein. Un réacteur innovant. Est-ce que la 4e génération, elle produit moins de déchets que la 3e? Alors, voilà, la promesse de la 4e génération, hein, parce qu'aujourd'hui c'est plus une promesse, Fabrice Tantier l'a rappelé, hein, la génération 4 c'est aujourd'hui des développements du nouveau nucléaire, des nouvelles technologies nucléaires, donc on n'a pas d'exemple, hein, on n'a pas d'expérience industrielle sur ces générations 4. Par contre, on a des promesses qui sont tout à fait intéressantes. Pour en parler de manière générique, puisque je ne vais pas préciser les technologies dans lesquelles Next travaille, une des promesses, c'est par exemple d'utiliser ce que sont les déchets nucléaires des anciennes générations pour en refaire un combustible. Une autre promesse, ça va être que les déchets de cette génération 4 sont bien moins impactants pour l'environnement en termes de radioactivité que les anciens combustibles. Ce que vous dites, c'est que vous allez recycler
Oui, les il y a déchets. une notion de recyclage, oui, effectivement, une notion de recyclage du déchet des anciennes centrales, pour faire très simple. Il y a aussi une notion de cycle combustible qui est assez différente. Là, on est sur une technologie qui va être alimentée pendant plusieurs années sur le combustible, donc on peut imaginer des exploitations tout à fait différentes en fait, de ces technologies. Donc au lieu de recharger votre réacteur nucléaire tous les quelques mois, vous le rechargez tous les, on va dire, 10 ans, c'est très vague, mais c'est un peu une des promesses. Ça, c'est la promesse de la génération 4. Il y a aussi une promesse de compacité, mais ça, on l'a déjà dans les SMR de manière générale, même en génération 4. Et Air Belfort, alors, quelle est la spécificité de Next Engineering, ses compétences? Vous êtes plutôt sur le bureau d'études, vous êtes plutôt sur la fabrication, vous vous positionnez où dans la chaîne de production? Bon, alors déjà, pour les petits malins qui chercheraient sur Infogreffe, vous ne trouverez pas Next Engineering, parce qu'on est vraiment en cours de formation, hein. C'est une question d'heures ou de jours. Et aujourd'hui, pour l'instant, le siège social il est dans mon appartement à 200 mètres d'ici, donc on ne fabrique pas de réacteurs nucléaires chez Next Engineering, pour le dire. Effectivement, on est plutôt des intégrateurs de technologie. C'est le métier, on va dire, historique aujourd'hui de l'ingénierie belfortaine, hein, les métiers d'intégrateur de technologie. Il y a des usines de fabrication, il y a aussi ces ingénieurs qui intègrent toutes les technologies pour construire des centrales. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est allé voir des acteurs du nucléaire et on leur a dit, voilà, on imagine un concept qui est un concept qui est très orienté client, orienté besoin client, et la notion pour les gens qui sont du domaine industriel, qu'est-ce que c'est que l'intégrateur? C'est-à-dire, quel est son métier? Ça veut dire quoi? Vous avez un client qui vous dit je veux ça, et vous allez piocher dans ce qui existe pour mélanger les choses et lui apporter ce qu'il veut? On a toujours cette complexité, effectivement, d'expliquer le monde de l'ingénierie d'intégration. C'est celui qui, on a parlé de Lego tout à l'heure sur la modularité, c'est celui qui prend les Lego et qui les assemble. Donc vous ne fabriquez pas les logos, vous les mettez ensemble. On ne fabrique ensemble. pas les Lego, on les assemble. Assembler les Lego, ça veut dire choisir les bons composants, les agencer ensemble, les brancher ensemble, et à la fin, quand on appuie sur le bouton Power, ça doit fonctionner, et ça doit délivrer ce que le client réclame. Donc dit comme ça veut dire que quand vous faites une centrale nucléaire, vous avez besoin d'un réacteur nucléaire, c'est une chaudière, lui ça fait la chaleur. Vous avez besoin d'une turbine parce qu'elle va transformer la chaleur en un mouvement mécanique, et vous avez besoin d'un alternateur qui, lui, le mouvement mécanique, va transformer en électricité. Et à côté de ça, vous avez tout un tas évidemment de ce qu'on appelle les auxiliaires, hein, tout un tas d'équipements autour de ça, pour pouvoir bien évidemment opérer la centrale dans de bonnes conditions, notamment les éléments de sûreté. Donc tout ça, à un moment donné, si on les livre, c'est des caisses posées sur le sol, et vous allez devoir les agencer, de faire en sorte que ça fonctionne. On va justement pouvoir faire la transition avec Philippe Petit-Colin. Alors, Philippe Petit-Colin, qui est un intégrateur, hein, je ne me trompe pas, et qui, à la tête donc, de son association Apsis, essaye de maintenir, de valoriser eh bien, le savoir-faire belfortain. Alors, General Electric s'est retiré d'un certain nombre d'activités. Néanmoins, le savoir-faire à Belfort, il est toujours là. Et l'idée d'Apsis, c'est effectivement de s'appuyer sur ce savoir-faire, sur les compétences, sur les hommes, les femmes hein, du Nord-Franche-Comté, pour pouvoir se positionner sur des projets d'avenir. Alors, l'intégrateur, on vient d'en parler, ça représente quoi cette activité en termes de compétences ici dans le territoire de Belfort? Quelles sont les choses qu'on retrouve ici? Je crois qu'il y a quelqu'un disait Next Engineering, on n'aurait sans doute pas pu la monter ailleurs dans le monde. Oui, voilà, quelqu'un, c'est mon voisin de gauche. On n'aurait sans doute pas pu le monter ailleurs dans le monde parce qu'on n'avait pas une telle concentration de compétences. Est-ce que, Philippe Petit-Colin, vous pourriez nous expliquer ce que sont ces compétences? C'est vrai que, anciennement, Alstom, etc., il y a à peu près avec 4000 salariés, on connaît assez bien les 2000 dans les usines qui fabriquent les plus grosses turbines à gaz du monde, les plus gros alternateurs du monde, les plus grosses turbines de vapeur, mais on connaît très peu, finalement, les 2000 autres personnes qui, eux, sont des commerciaux, des chefs de projet, des chefs de chantier, qui conçoivent, vendent, installent des centrales électriques clés en main dans le monde entier. Et c'est la seule ville au monde où vous avez des intégrateurs de centrales gaz, charbon, nucléaire, hydroélectricité, éolien. Et donc c'est cette compétence en fait unique, une compétence
collective. C'est parce qu'il y avait des équipes à Belfort avec l'ingénierie électrique, l'ingénierie mécanique, la planification, le chef de projet, le responsable de chantier qui travaillent au même endroit, que Belfort a pu être leader mondial sur un certain nombre de domaines. C'est ces compétences-là qui sont maintenant quelque part délaissées par General Electric. C'est celles-ci en particulier qu'on sait conserver à travers le développement de nouveaux business. Et donc, on n'a pas d'ingénieur nucléaire ou d'ingénieur turbine à gaz ou d'ingénieur charbon. On a des ingénieurs mécaniciens, acousticiens, électriciens, génie civil. On a des gens qui négocient des contrats, des gens qui gèrent des projets, des gens qui gèrent des chantiers. Et en fait, ils ne sont pas du tout associés à une technologie. Ce sont des compétences qui sont transversales. Et donc, toutes ces compétences, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé un coup dans le nucléaire, après dans le gaz, après chez Hydro. Elles sont directement duplicables sur des nouveaux business comme les SMR. Et en plus, il y a des comparaisons très intéressantes. C'est que une des promesses, vous l'avez dit, du SMR, c'est de remplacer les marchés charbon, gaz, fuel. Ça tombe bien, ce sont nos clients depuis des décennies avec qui nous négocions à l'international en prenant en compte leurs besoins, leurs normes, leurs conditions de site. Et donc, c'est vraiment le savoir-faire de Belfort qui est finalement assez peu connu, et c'est celui-là qu'on essaie de conserver. Très bien. On va poursuivre à nouveau avec Hervé Maillard sur justement cette projection et sur le besoin de main-d'œuvre. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de nouveaux métiers, mais vous savez, il y a des choses qu'on savait faire à Belfort. Par exemple, on savait très bien faire de la soudure. On avait une école ici à l'Alstom d'apprentis qui avait un siècle qui a été fermé récemment. J'ai vu qu'un avion a atterri il y a quelques semaines qui venait des États-Unis et qui nous apportait des soudeurs américains parce qu'on n'a plus de soudeurs français pour intervenir dans les centrales françaises. J'ai vu, je crois que c'est Séclin, c'est 2000 km, c'est ça, de cordons de soudure en tout. C'est absolument énorme et nous n'avons plus cette main-d'œuvre qui a disparu. Et on se dit, alors je vais vous raconter une autre histoire. Il y avait 3 semaines ou un mois de ça, l'ambassadeur de France en Chine qui a visité l'UTBM à Sévdan. Donc je me retrouve en face de lui. Alors, j'ai jamais su s'il plaisantait ou pas. L'ambassadeur de Chine en France, à Paris. Mais j'ai jamais su s'il plaisantait ou pas. Il me disait, oh mais vous savez, on n'est pas un danger pour la France, on est très loin, de toute façon on ne va pas vous attaquer, d'accord. Et puis on peut avoir des échanges. Par exemple, on pourrait vous fournir du personnel pour le nucléaire, pour construire des centrales, parce que vous n'en avez plus en France. Les nôtres, ils sont bons, on a l'habitude. Mais vous, en France, ça fait 30, 40 ans que vous n'avez pas construit une centrale, vous ne savez plus le faire. Je ne sais pas s'il plaisantait ou pas, mais il me semble qu'il y a quand même un petit fond de vérité. Il y a eu plein de choses très intéressantes dites par mes collègues. En particulier, je vais rebondir sur le fait qu'il n'y a pas de métier nucléaire. On a des spécialisations nucléaires, des qualifications nucléaires, des certifications. Vous voyez le bon terme, la certification nucléaire. La certification est délivrée par l'entreprise. Donc en fait, un jeune soudeur qui sort d'école, il est soudeur, et c'est l'entreprise qui le certifie, qui le qualifie pour qu'il puisse travailler dans le nucléaire. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'on sait plus construire une centrale nucléaire en France? Je pense qu'on est sur la voie de... On avait perdu le savoir-faire, clairement, entre Flamanville, entre les dernières centrales silos sur lesquelles j'ai travaillé quelques années, et la construction de Flamanville 3, on avait perdu ce savoir-faire, perdu le fait effectivement de faire des cordons de soudure qui font plusieurs kilomètres avec non pas un seul geste, parce qu'il y a on le fait en plusieurs gestes, en plusieurs fois, mais je veux dire, c'est quand même des gestes très impressionnants à voir. Donc on est en train de reconstituer tout ça. Si on raisonne chiffres, facialement, quand on projette tout le programme de travail qu'on a à faire d'ici 2030, il nous faut 300 000 personnes en 2030, sans hypothèse d'optimisation, quoi que ce soit. Ce chiffre est faux, il ne vaut que d'être une tendance d'embauche. La filière, 220 000, bien évidemment, elle s'érode, les gens ils partent. Donc ce qui veut dire qu'on devrait embaucher par an de l'ordre de, si on respecte ces chiffres-là, qui je disais sont faux,
c'est pas très grave, on doit embaucher 10, 12, 15 000 personnes par an. C'est colossal dans des métiers techniques. Donc on sait qu'aujourd'hui, le système éducatif français ne sait pas fournir, pour tout un tas de raisons, le nombre de techniciens, le nombre de maintenance électrique, le nombre de soudeurs. Une des raisons principales, c'est l'attractivité. C'est-à-dire qu'on ne manque pas de formation, on manque de jeunes qui vont dans les formations industrielles. Parce que depuis les années 80, l'industrie a été dévalorisée en France et donc les jeunes, les parents disaient fais de la banque, fais de l'école de commerce, fais ceci. Justement, M. Plutôt Maillard, que de faire soudeur. Giscard Montalon, qui est le directeur de l'UTBM, dit souvent qu'en se projetant à 10 ans, il manquera 20% d'ingénieurs et 50% de techniciens, et qu'en réalité, plus on descend dans les compétences, plus il manque du monde. C'est sans doute lié à l'attractivité, mais au niveau CAP, BEP, il va y avoir un groupe phénoménal. On va manquer d'ouvriers qualifiés dans des proportions nettement supérieures au manque d'ingénieurs. Totalement. Je suis complètement d'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que les ingénieurs en sortent 40 000 par an, le système éducatif français en sort 40 000 par an. Aujourd'hui, le nucléaire en embauche 4 000. C'est sûr qu'on va devoir pousser ce chiffre dans les années à venir et que, du coup, ça veut dire qu'il faut sans doute plus, parce qu'on n'est pas la seule filière à avoir besoin de métiers. L'automobile, ils sont en train d'électrifier les voitures, l'aéronautique passe à l'avion bas carbone, les bâtiments, ils sont en train de passer aux réglementations thermiques plus modernes et hautes en isole. Toute l'industrie française va avoir besoin, et je suis toujours sidéré quand je regarde la télé le soir, les informations, en disant on ne trouve pas de gens pour servir dans les restaurants, on ne trouve pas de... Voilà, donc on a une vraie question d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les métiers nécessaires. Et c'est pour ça que je crois que pour le nucléaire, il ne faut pas chercher à avoir tous les métiers partout, il faut avoir des pôles de compétitivité, mais ça revient à ça, des pôles de compétences. Belfort en est un, bien évidemment, et on doit travailler ensemble avec la région de Belfort pour projeter les schémas que je n'ai pas présentés là, mais dire 6 plus 8 OPR, des SMR, continuer à exploiter le parc, on doit se projeter dans l'avenir. Et je voudrais juste revenir par rapport à l'introduction de M. le député Grudler, c'est que moi je crois beaucoup aussi en l'Europe sur cette question. Parce que si on arrive à standardiser les référentiels de soudure, les référentiels sur les SMR et autres, on aura une force de commercialisation, force de frappe beaucoup plus importante. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en Europe, la dynamique des projets n'est pas la même. Je travaille beaucoup en ce moment avec la Roumanie, par exemple, avec l'ambassadrice de Roumanie, de France en Roumanie, pour identifier les courbes de charge de la Roumanie qui va rénover ses centrales de technologie canadienne, c'est pas grave, c'est quand même de la soudure, et construire des centrales de technologie canadienne après avec les Canadiens. Mais c'est en Europe, donc les Français ils peuvent intervenir là-dessus, ils doivent intervenir. La normalisation, c'est l'enjeu. Quand les Américains viennent, justement, comme ils vont venir le 10 décembre à Bruxelles, dire on a quelque chose qui fonctionne, c'est aussi une volonté d'importer leurs normes et de vouloir dire on a un produit qui fonctionne, c'est pas la peine d'en développer d'autres. C'est un domaine que je connais bien. J'étais président du comité normatif nucléaire au niveau mondial et puis au niveau européen. Et on voit bien la lutte pour imposer nos normes. Donc nous, les normes françaises qui s'appellent les RCC sont très utilisées en Chine, par exemple. Il y a les normes ASME qui sont les normes américaines. Donc une fois qu'on a imposé la norme ASME, je vais prendre l'exemple de la Roumanie, donc ils ont imposé leur technologie, leurs normes, ça veut dire qu'ils imposent leur formation pour les soudeurs, ils imposent leur mode de fabrication des tuyaux. Donc en fait, ils protègent le marché, ils verrouillent le marché d'une certaine manière. Et si on n'a pas une approche européenne qui vise à dire, on se met un petit peu au-dessus de ces normes, et on a des entreprises françaises et roumaines qui savent fabriquer des tuyaux RCC et des tuyaux ASME, là on a gagné. Mais si on est resté verrouillé dans l'approche pays normée, on est bon. Très bien. Monsieur Tempier, justement, vous en êtes tout du développement de la norme, de l'échelle européenne, où on est, parce que Newark, c'est quoi? C'est 2017-2018
la création de Neward, hein, c'est quoi, c'est 2018? Ouais, en fait, on a démarré la phase de conceptual design, donc c'est la première phase de développement, d'industrialisation du projet, c'était 2019, à l'été 2019. Donc aujourd'hui, on vise la tranche de référence en France en 2030. Donc ça, c'est aujourd'hui notre roadmap de développement. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, c'est un projet qui est surtout un attelage français, avec effectivement l'avantage, c'est qu'on embarque tout le retour d'expérience de la filière civile et de la propulsion navale, plus de 50 ans d'expérience de conception, d'industrialisation, de fabrication, d'exploitation. Mais on ne va pas s'arrêter là. L'idée, notre ambition, c'est vraiment de faire de Neward le SMR européen. Il faut que Neward soit conçu, soit développé et soit fabriqué par l'Europe. Donc ça, c'est vraiment notre ambition, et pour ça, on va s'ouvrir à des partenariats européens. Alors pourquoi l'Europe? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, parce que l'Europe, c'est le marché le plus mature. Aujourd'hui, énormément de besoins en Europe de l'Est, qui sont des pays très charbonnés. Donc la Pologne, la Roumanie, l'Estonie sont des pays, la République tchèque, sont des pays qui vont avoir besoin. Est-ce que la France est un marché? Parce que la France, il y a quand même un réseau qui fonctionne, qui est plus dense qu'ailleurs. Le réseau français est bien meilleur que le réseau allemand, par exemple. Est-ce qu'on a besoin de SMR alors qu'on a ce réseau-là? Alors aujourd'hui, pour la France, on a besoin, et je pense que la trajectoire est très claire, hein, on a besoin d'augmenter la durée de vie du parc actuel, et on a besoin de renouveler à terme ce parc par des réacteurs EPR, qui sont les réacteurs les plus adaptés à une géographie, à un réseau comme la France. Aujourd'hui, Neward pourrait être une alternative complémentaire, mais actuellement, l'objectif, c'est de faire un démonstrateur, d'avoir une vitrine en France de ce produit pour ensuite le développer et le commercialiser à l'export. Ceci dit, aujourd'hui, Neward pourrait répondre d'ailleurs dans les scénarios RTE qui ont été, partagés l'année dernière. Il y a un scénario, le N03, qui prévoit une série de Neward en France, donc en complément des EPR à terme. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la même maturité. Aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il faut pour un démonstrateur? Il faut un site nucléaire désaffecté, alsacien? Alors, ce qu'il faut, c'est effectivement, il faut un site. Il faut de préférence un site nucléaire sur des délais de développement à 2030. C'est plutôt un site nucléaire existant. Et donc aujourd'hui, on engage des études pour pouvoir être en mesure de sélectionner un site dans un délai compatible avec un démonstrateur en 2030. Donc les études aujourd'hui sont en cours sur plusieurs sites. Il y a un plan qui a été lancé, un appel à projet sur les SMR. Il y a plusieurs phases. On est dans la première phase. Le démonstrateur, c'est quand même la fin, quoi. Alors, je vous ai dit que les Neward s'appuyaient sur des technologies de réacteurs pressurisés qui étaient déjà éprouvées. Donc, on n'est pas vraiment sur un démonstrateur. On est plutôt sur une tranche de référence, puisque cette technologie est déjà éprouvée. Sur les technologies de quatrième génération, on passera probablement par une phase de démonstrateur, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas des procédés ou des technologies qui sont industriellement déjà développées. Donc nous, aujourd'hui, on a quand même plusieurs phases de développement. On est dans une phase, on finit la phase de conceptual design ou d'avant-projet sommaire, donc on va valider la faisabilité de cette technologie, et on va commencer l'instruction réglementaire avec l'ASN, puisqu'on va leur remettre... Ça veut dire que vous mettez quoi, 10 ans, 12 ans, 15 ans? Leur demandeur, c'est une dizaine d'années pour développer ce type de technologie. Et quand on regarde les réacteurs concurrents, que ce soit les réacteurs russes, les réacteurs américains ou les réacteurs chinois, c'est à peu près le délai de développement pour ces réacteurs basés sur ces technologies-là. Et votre marché, vous le voyez où en tant que producteur européen? Qu'est-ce qui naturel? Vous n'allez pas vendre des SMR aux États-Unis, je ne pense pas. Mais le marché, vous le voyez où? Alors aujourd'hui, le marché, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure en introduction, il y a les deux zones les plus matures. Il y a le Canada aujourd'hui. Donc le Canada a déjà fait un choix d'une technologie. Il a retenu la technologie GE Hitachi de réacteur bouillant pour sa première phase. Et ensuite, le deuxième marché qui est plus mature et celui-ci qui est vraiment ouvert pour une technologie comme Neward, c'est l'Europe de l'Est, notamment les pays très charbonnés. Également les pays d'Europe du Nord, comme la Suède ou la Finlande, qui eux veulent décarboner leur réseau de distribution de chaleur. Donc clairement, aujourd'hui, c'est vraiment l'Europe qui est notre marché prioritaire à court terme. Ensuite, à moyen terme, effectivement, on va trouver des marchés comme l'Asie du Sud-Est ou voire l'Afrique qui pourraient être intéressés par ces technologies. Merci.
Jean Maillard, alors justement, aujourd'hui, Next Engineering est sur le fait de proposer des choses en matière de SMR. Quel est votre calendrier là? Je viens d'entendre qu'il faut 10 ans pour développer un SMR. Vous n'êtes pas dans la production complète. Alors, quel est votre calendrier? Vous avez quoi comme échéancier en tête? On va s'appuyer sur un partenaire de l'ingénierie nucléaire qui va faire ce travail pour nous, en tout cas sur le développement de la technologie de génération 4. Je vous l'ai dit, on va exploiter ce réacteur pour en faire quelque chose. Donc, ce qui fait que je suis plutôt serein sur le fait que c'est pas de ma faute si on est en retard. Hein, mais non, l'idée c'est que sans donner de date, parce que si je donne des dates, ça va donner une piste aux experts sur qui on bosse. Mais l'objectif. Voilà, l'objectif pour nous, c'est de déposer un dossier France 2030 tout début de l'année prochaine, tout début 2023. Alors France 2030, pour le moment, on vous demande en fait de dire on a un truc qui pourrait être intéressant, ça serait bien que vous financiez notre étude, c'est ça? Oui, il y a plusieurs phases effectivement sur France 2030. Il y a 3 phases. Il y a la première phase qui est une phase, on va dire, dite exploratoire. Il y a une deuxième phase qui est une phase, on va se faire le focus sur finalement un design et on va commencer à faire les plans, donc pour faire très simple, ce qu'on appelle plutôt l'avant-projet détaillé. Et une troisième phase qui est qu'on va construire un premier démonstrateur. Donc, c'est 3 phases de France 2030. Donc, la première phase est ouverte aujourd'hui aux candidats, donc on peut aujourd'hui déposer un dossier. Vous savez combien vous êtes sur le coup là? Ouais, on est une petite douzaine. D'accord. Et il y aura combien d'élus? Ça, je ne sais pas dire. D'ailleurs, si je savais le dire, je pense que j'aurais eu des problèmes. Hein. Mais si on fait des calculs de mathématiques, il y a à peu près 500 millions d'euros à se partager sur les 3 phases. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en gros, il y aurait peut-être potentiellement 6 entreprises aidées sur le premier stade, 2 entreprises aidées sur le deuxième et une dernière, une seule aidée, parce qu'il faut un démonstrateur sur la troisième phase, et ça donne à peu près, globalement, les 500 millions d'euros de subvention. Alors, on parle de l'emploi. Si vous passez ces phases-là, quel type de profil vous allez embaucher? De quelle manière vous allez croître du point de vue de votre personnel? Oui, alors comme je vais être en train de chercher des futurs salariés là, je vais quand même préciser un peu le timing. Effectivement, en début 2023, on dépose le dossier. On est évidemment lauréat à peu près en mai-juin. Pour pouvoir être prêt en septembre 2023. Donc à partir de septembre 2023, Next Engineering lève des fonds privés, prend la première part de France 2030 et recrute entre 15 et 20 personnes le plus rapidement possible à partir de septembre 2023. Sur ces profils-là, on va chercher, on va dire, un très gros tiers d'expertise EPC, alors d'expertise d'ingénieur intégrateur, hein, c'est-à-dire l'ingénierie, la construction et les acheteurs, enfin ce qu'on appelle EPC, c'est Engineering, Procurement et Construction. Donc ça, c'est cette expertise-là qui existe clairement à Belfort. On va recruter encore un bon gros tiers d'expertise en modélisation multiphysique. Alors là, il faut expliquer un petit peu. C'est en fait utiliser les outils digitaux pour aider à la conception, à la modélisation multiphysique. Dit autrement, on peut parler de jumeaux numériques, mais c'est pas exactement notre objectif là. C'est d'utiliser l'informatique pour aider à la décision effectivement sur les conceptions. S'il y a des anciens qui ont fait du calcul en mécanique, par exemple, il y a 50 ans, c'est juste une horreur ce truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait faire des calculs pendant 6 heures, 7 heures pour un calcul de charge ou pour un pont. Et grosso modo, vous déplacez la souris et vous avez le résultat en direct avec le numérique. Oui, c'est pour ça qu'on peut faire ça, hein, ça c'est clair. Ça, c'est le cœur de la technologie de Next, c'est-à-dire l'expertise aujourd'hui des gens qui savent fabriquer les centrales. L'outil numérique qui, lui, va accélérer très fortement les conceptions. Et le troisième levier, c'est un petit tiers de développeurs informatiques, puisque la modélisation multiphysique n'est que le point de départ pour nous, pour la conception. On pense que les outils digitaux, on doit les développer tout au long de la vie d'un projet de conception de centrale. Et donc on a des développeurs informatiques en fait, qui vont venir en appui de la conception de la centrale. Il y aura un peu les 3 tiers qu'on va avoir au tout début. D'accord. Envoyez aussi. C'est pas moi. Hein.
Ouais. J'avais aussi une dernière question sur votre positionnement. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce que vous allez faire précisément, ou un petit peu en marchant, vous allez trouver, voir qu'il y a des besoins, et parce que vous avez l'habitude de vous adapter et que vous avez des gens qui ont une grande souplesse technique, dire ah bah tiens, il y a un besoin, je vais me positionner sur cette niche pour aider les entreprises qui cherchent ça. C'est le cas par exemple de l'outil numérique spécifique pour un projet donné. Vous avez quelle approche? L'approche très structurée au départ, on fait un plan sur 2 ans, on sait ce qu'on va faire dans 1 an et demi, ou eh ben, on va un petit peu tâter le truc et puis s'adapter et proposer des solutions. Alors, la vision qu'on a chez Next Engineering et dans le projet consortium qu'on va développer dans les prochaines semaines, et puis je pourrais en dire plus un peu dans les prochaines semaines, c'est on va viser la décarbonation de l'industrie. Pourquoi la décarbonation de l'industrie? Parce que déjà ça nous évite d'être en concurrence frontale de Newark, parce qu'on est tout petit encore, donc il faut qu'on trouve des cibles de marché différentes. Mais vous ne pouvez pas travailler ensemement avec Newark? Moi je vais avoir des ingénieurs, si vous avez des besoins effectivement en service d'ingénierie, avec grand plaisir. Parce que c'est clair que c'est des choses qu'on développera aussi chez Next Engineering. On ne va pas développer uniquement ce concept de centrale et attendre que le chiffre d'affaires tombe en 2035. Il faut aussi qu'on développe des activités qui nous permettent de vivre et de gagner du chiffre d'affaires entre temps. J'avais une autre question. Est-ce que vous avez... Je n'ai pas encore répondu à celle d'avant. Allez-y. Donc la décarbonation de l'industrie. Ça veut dire qu'on est sur une gamme de puissance qui est plutôt aux alentours de 50 à 200 MW. Oui. On va faire de la production électrogène, mais pas que. Ça veut dire qu'on fera toujours une autre production en plus de la production électrogène, parce qu'on servira effectivement aux besoins des productions, ce qu'on appelle les intrants industriels. Par exemple, pour moi, l'hydrogène, c'est plus un intrant industriel qu'un vecteur d'énergie, parce qu'on a beaucoup plus à décarboner dans les gens qui utilisent l'hydrogène dans l'industrie qu'à décarboner pour la mobilité. La mobilité, c'est pas grand-chose dans les usages de l'hydrogène aujourd'hui. Ça devient un peu technique. Hein. Ça devient un peu technique, alors comment je peux l'expliquer autrement. C'est toutes les matières dont on a besoin pour l'industrie aujourd'hui, et ces matières-là, il y en a beaucoup qui sont fabriquées à partir de pétrole. Oui. Donc si demain on n'a plus de pétrole, il faut les fabriquer autrement, et les fabriquer autrement nécessitera énormément d'énergie. Donc nous, on veut faire des centrales qui résolvent cette problématique-là. Donc ça veut dire que nos centrales, on va les accoler à des districts industriels, à des zones industrielles, ou à des grands équipements, les ports, les aéroports, les exploitations minières. Voilà, c'est un peu ce cible-là. Donc ça, c'est le constant. Après, vous l'avez dit, effectivement, il faut qu'on trouve le bon levier commercial aussi pour se développer. Donc on est aujourd'hui en train de multiplier un certain nombre de business cases, enfin un certain nombre de cas d'usage avec des partenaires pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc on n'est pas sûr qu'on arrivera, par exemple, à trouver une solution facilement pour les aéroports, mais on va essayer. Et donc si ça fonctionne, les aéroports seront une cible. Si ça ne fonctionne pas, on ira voir les ports, on ira voir les exploitations minières. C'est en ça où on a aujourd'hui 4 à 5 slots ouverts, on va dire, pour discuter avec les partenaires. Mais clairement, nous, on est vraiment sur la décarbonation, ce qu'on appelle la décarbonation profonde de la société, des industries. D'accord, très bien. J'avais une question pour Philippe Petit-Colin. Sur le profil des gens qui vous rejoignent. Alors, vous savez, il y a Next Engineering, mais ce n'est pas la seule start-up actuellement, que ce soit sur le domaine du nucléaire, de l'hydrogène, etc. Et je suis quand même très étonné de revoir des gens, en fait, qui sont partis en retraite. Et je vois les start-up, alors les jeunes start-up, qu'est-ce que c'est être jeune start-up? C'est embaucher des retraités. C'est quand même étonnant. Alors je pourrais développer sur les soudeurs. Vous savez qu'il y a eu un plan social en 2008. J'ai des amis soudeurs qui se sont retrouvés en formation pour poser du photovoltaïque sur les toits. Et puis après, on les avait vite en pré-retraite. Puis on nous dit on manque de soudeurs. Donc je m'y perds un peu du point de vue de la logique du truc. Quand on a des soudeurs, on les envoie faire autre chose. Et puis à la fin, on dit il n'y en a plus. Alors, quel est le profil, puisqu'on parle d'emploi, que vous recherchez et justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un gâchis de compétences avec des gens qui ont été licenciés à 50, 52, 53 ans et qui avaient des compétences qui manquent aujourd'hui parce que c'est quand même l'impression que ça me donne?
on est là sur l'énergie, sur l'industrie, sur du temps long. Et on a confié ces secteurs stratégiques à des gens qui avaient une gestion financière à court terme. Où on leur a dit on ne fera pas de centrale avant X années. Donc ça pose un problème, et le problème il est majeur, on en a déjà parlé, c'est les compétences. C'est le problème maintenant, on se réveille, on n'a plus de compétences. Donc effectivement, dans des startups ou dans d'autres, on manque de compétences. Et c'est pas étonnant qu'on aille chercher des retraités. Vous allez en chercher, vous, Next Engineering aussi? Moi, je ne suis pas de Next Engineering, je suis Apsys. Apsys, oui, c'est vrai. Alors, mais Apsys, vous avez aussi... Alors, Apsys, c'est assez original parce que c'est une association qui rejoint des citoyens, des ingénieurs, qui soient chez General Electric, Alstom, qui soient partis, des pré-retraités, des gens qui sont en mobilité, des entreprises, des PME, etc. Donc nous, on prend tous les gens, toutes les bonnes volontés, qui ont des idées et qui cherchent à reconstruire en fait des projets. Et effectivement, les gens qui sont en pré-retraite, ils ont un peu de temps, ils ont souvent envie, ils ont attaché leur territoire, attaché l'entreprise dans laquelle ils ont été pendant des décennies. Donc c'est des cibles intéressantes parce qu'ils ont le temps, ils ont la compétence et ils sont motivés pour pouvoir reconstruire en fait les choses qui ont effectivement été détruites. Et le fait d'avoir parfois délocalisé, le fait d'avoir éclaté, parce que j'ai bien compris de dire on est regroupé au même endroit, ça veut dire qu'on discute, on échange, mais si on est dans une logique de coût où on met un service en Hongrie, l'autre en Inde, le troisième aux États-Unis, est-ce que cette façon de gérer les entreprises qu'on a connues ces dernières années ont accéléré la perte d'une compétence collective? Clairement, les délocalisations du bureau d'études en Inde, les équipes globalisées où on en a 2 en Hongrie, 3 en Chine, 4 aux États-Unis, 3 en France, moi je ne comprends pas encore que ce modèle existe parce que maintenant on sait depuis 10 ans que ça ne fonctionne pas. Ce sont des gens qui ne sont pas sur le même fuseau horaire, pas la même culture, pas la même expérience. On apprend dans la formation de communication de base, on dit c'est 10% c'est verbal et le reste c'est du non-verbal, c'est de la rencontre, etc. Et là, on nous explique que avec des équipes qui sont atomisées dans le monde entier, ça va marcher beaucoup mieux. Et ben non, ça marche pas. Toutes les entreprises qui ont mis en place ces systèmes-là ont énormément de problèmes de qualité, de délai, de choses qui n'arrivent pas à se régler à la machine à café ou en traversant la pièce pour expliquer sur un schéma. Donc oui, ce modèle purement financier, d'aller chercher le salaire le plus bas plus possible, de chercher là où on va pouvoir travailler plus longtemps, etc. Sur le papier, financièrement, pour le comptable, ça ne marche rien. C'est un salaire plus faible, c'est plus heures de travail, mais au final, ça ne marche pas. Est-ce qu'on a un retour en arrière? Je dis ça, je ne parle pas du nucléaire, je parle d'autres implantations d'entreprises. J'ai le sentiment, peut-être depuis 2 ans, que les critères, le poids relatif des critères a changé. Avant, par exemple, quand une entreprise cherchait à s'installer, on sentait bien que les aides, les subventions que cette entreprise allait recevoir étaient déterminants. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça passe un peu derrière et les compétences, la main-d'œuvre, une espèce de dynamique locale va les attirer alors que c'est assez immatériel quelque part. Le monde, j'espère, est en train de changer, on est en train le prisme qu'on avait pris purement financier, comptable, de salaire, etc. J'ose espérer que maintenant on se rende compte que ça change. Oui, on était passé aussi avant avec des entreprises qui étaient attachées à leur territoire, des dirigeants d'entreprises qui avaient leur famille, leurs amis, etc. Un attachement très important au territoire, et après une mondialisation qui, voilà, on ne peut pas aller contre, qui a globalisé avec des gens qui ont des responsabilités mais qui ne sont plus attachés à un endroit, à une équipe. Je pense qu'avec la nouvelle génération aussi, cette perte de sens au travail, les entreprises qui ne vont pas changer de modèle,
ne vont pas attirer, c'est-à-dire qu'on parle de problème d'attractivité des emplois. Maintenant, les gens cherchent à avoir un emploi qui ait du sens, qui soit un employeur qui a un intérêt par rapport au territoire, qui construise un écosystème autour. On voit aussi des nouveaux entrants qui, justement, recherchent plus forcément avec des partenaires en local avec qui on va pouvoir construire plus facilement. Donc, moi, j'ai espoir que ce modèle change. La relation client a changé aussi. Est-ce que le client demande à avoir des ingénieurs en face de lui, avoir des gens physiques qui vont pouvoir apporter des réponses? Alors ça, c'était également un dogme dans certaines grandes entreprises où on considérait que pour pouvoir vendre en Asie, il fallait avoir des commerciaux en Asie. Une vision très américaine qui considérait que peut-être qu'un Japonais il vendait plus facilement à la Chine qu'un Français. Bon, on a bien vu que il n'y a pas une culture entière la même au niveau asiatique. Alors, évidemment, on a besoin, au moment de la commercialisation, de la négociation et des suites de projet, d'avoir un correspondant local qui connaisse bien en fait, le marché. Mais par contre, toute la base arrière, toute la compétence collective et toute l'expérience acquise. Parce que quand on conçoit des centrales, en fait, la première, on fait plein de conneries, la deuxième, on en fait moins. Quand on en fait 50 par an, ça commence à être rodé et on a vu, ah oui, on a eu tel problème sur tel site, on a su comment le gérer, etc. Quand on a des équipes régionalisées, bon, les gens qui sont en Thaïlande, ils auront vu que les projets thaïlandais, donc ils n'auront pas toute la courbe d'expérience qu'on peut avoir quand on a sur les fonctions stratégiques quelque chose qui est centralisé. Hervé Maillard voulait ajouter quelque chose sur ce point. Je voulais ajouter sur l'impact de la délocalisation. Parce qu'on a eu une baisse de l'industrie. L'industrie, c'est sale, c'est pas beau, c'est Zola. Ce qui est plus vrai maintenant. On le dit maintenant, c'est plus vrai. L'industrie, c'est plus ça. C'est des robots, c'est du numérique, des choses extrêmement modernes. Et alors, ce qui s'est passé, et c'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire. Il dit quand on délocalise un emploi industriel dans un pays comme la Chine, on a une double peine. Parce qu'on a perdu l'emploi, et en plus, on réimporte un produit qui est beaucoup plus porteur de CO2 que si on l'avait fabriqué en France. Et donc, en fait, c'est vrai que depuis 2 ans, je trouve, depuis 2-3 ans, depuis la crise Covid, en fait, la crise Covid a quand même révélé qu'un médicament vendu en France, là, il y avait 15 allers-retours d'avion, j'exagère, mais entre la molécule, l'emballage, la fabrication dans le monde, et qu'il fallait revenir sur ce modèle. Dans les réunions qu'on a à Bercy, on voit bien que c'est long et c'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est comme ça d'un claquement de doigts qu'on refabrique du médicament en France. Il faut refaire le savoir-faire, il faut refaire les usines. Pour le numérique, refaire des chips en France, parce qu'on manque de chips, ça se lit dans la presse. Je suis désolé, pour faire une usine, pour faire des chips, il faut des chips pour fabriquer l'usine. Donc on ne les a pas non plus. Donc du coup, c'est long. Donc il y a On refait des semi-conducteurs à Dell. Oui, tout à fait, on en refait. Mais je veux dire, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on va reproduire des tableaux de bord, des véhicules Peugeot 3008 en France. C'est long, ça se fait, c'est une démarche qui est en cours, je trouve, qui est lancée, qui ne se reproche pas. Et pour revenir à cet aspect régional, moi je crois vraiment qu'on doit considérer les emplois, ces stratégies industrielles au niveau régional. Et quand je vais prendre un exemple qui concerne l'hydrogène, quand je vois des politiques français qui disent qu'il faut mettre des panneaux solaires au Maroc pour produire de l'hydrogène pour l'apporter en France, peut-être que les Marocains ils ont plus besoin d'électricité que nous d'hydrogène. Donc il faut raisonner vraiment en local. Plutôt les Allemands. Les Allemands, oui, les Allemands. Il faut vraiment raisonner en local et pour avoir une économie qui corresponde au tissu et au savoir-faire local. Très bien, donc on a passé 1 heure, comme c'était prévu. Donc ce que je vous propose, je vais